Bonjour, je m'appelle Erin Cox et je suis physiothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anatomie de l'articulation temporomandibulaire. Pour ça, je vais partager mon écran. Donc, ça sera dans le contexte de notre cours Évaluation et traitement de l'ATM, monté par ma collègue Eve Chaput et moi-même, Erin Cox. Ça, c'est notre niveau 1. Donc, l'anatomie de l'articulation temporomandibulaire ou l'ATM ou TMJ, temporomandibular joint, c'est une articulation synoviale avec des surfaces recouvertes de fibrocartilage. Il y a une cavité articulaire remplie de synovies et une capsule avec membrane synoviale. Il est très riche en vascularisation et innervation, surtout en postérieur. Donc, ça veut dire que c'est une source potentielle de douleur et ou de l'ankylose. Donc, si vous regardez ici, ici, c'est comme le nez est vers votre droite dans l'écran, ici, sur l'écran. Donc, ça fait partie de notre mandibule. Ici, c'est le condyle ou la tête de la mandibule. Puis, ça s'articule avec l'os temporal. Donc là, vous pourrez voir que le condyle est convexe. Puis ici, ça, c'est la fosse de la mandibule. Puis lors de l'ouverture, notre condyle va avancer. Donc là, ça va avancer sur la surface articulaire de l'os temporal qui s'appelle l'éminence articulaire. Donc, pourrez-vous voir, une fois ouverte, qu'il y aura deux convexités. Donc ça, c'est les deux surfaces articulaires biconvexes. Sauf que il y a une ménisque entreposée entre les deux, puis c'est en forme de sablier, qui va faire que le ménisque des deux côtés est en forme concave. Donc, ça sera très instable comme articulation sans le ménisque qui est entreposé entre les deux. Ça fait, pour les biomécaniques, une genre de deux articulations. Donc, on a les surfaces articulaires entre le condyle et le ménisque, puis aussi entre le ménisque puis l'os temporal. Donc, ça nous donne deux articulations synoviales ou deux articulations. S'il y a une perte de congruence articulaire, ça devient moins stable. Donc là, si le ménisque est déplacé, ça s'appelle une luxation discale. Donc ça, c'est un exemple, un déplacement antérieur du ménisque. Donc, on a notre convexité de notre condyle, l'éminence articulaire, mais ici, le ménisque est déplacé. Normalement, le disque ou le ménisque est situé dans la surface 2/3 antérieure de notre condyle, donc ça sera plus ici. Puis normalement, lors d'une ouverture, le ménisque doit rester bien placé sur l'antérieur 2/3 de notre condyle. Puis la question, est-ce qu'il y a l'usure prématurée s'il y a un déplacement de ce ménisque? Parce que beaucoup des patients sont inquiets à cet effet. Donc, une étude de Diaz en 2016, Evaluation of Temporal Mandibular Joint Displacement as a Risk Factor for Osteoarthrosis. Donc, l'évaluation de déplacement méniscal dans l'articulation temporomandibulaire, est-ce qu'il y a plus de risques pour l'ostéoarthrose? Puis, il y avait quand même 224 participants. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que s'il y a une luxation de ménisque avec réduction, ça veut dire que lors d'un mouvement normal, le ménisque est placé par-dessus le condyle, puis la première phase d'ouverture est un roulement. Donc, le condyle va rouler en dessous de notre ménisque. Ensuite, les deux vont glisser vers l'avant, en dessous de notre éminence articulaire. Donc, si une luxation avec réduction, ça veut dire que le ménisque est déplacé. Donc, on a notre petit roulement. Puis ensuite, lorsque le condyle va avancer, ça va récapturer le disque. Donc, à la fin, la ratio ou le ménisque va être encore à l'antérieur 2/3 vis-à-vis notre condyle. Si une luxation méniscale sans réduction, ça veut dire que le condyle n'est pas capable de se rendre encore en dessus de notre ménisque. Donc, ça peut bloquer le mouvement peut-être. Mais ce qu'ils ont constaté, qu'il y a 2,73 fois plus de risque d'avoir l'ostéoarthrose
Puis, sans réduction, il y a 8,25 fois plus de risque d'avoir l'ostéoarthrose. Mais est-ce que l'ostéoarthrose est synonyme avec la douleur? Puis, la réponse est non, parce que le fibrocartilage qui recouvre les surfaces articulaires n'est pas innervé, le ménisque n'est pas innervé, donc tant que ça ne touche pas aux autres tissus qui sont énervés et qui puissent causer la douleur, ce n'est pas nécessairement une cause de douleur. Donc là, l'étude de Palconnet en 2012, Correlating Cone Beam CT Results with Temporomandibular Joint Pain of Osteoarthritic Origin. Donc là, ils ont pris un genre de scan, puis l'objectif, c'est de déterminer s'il y a une corrélation entre les changements dégénératifs associés à l'ostéoarthrose et signes et symptômes cliniques. Puis là, il y avait moins quand même de participants, 30, entre les âges de 16 à 71 ans. Puis l'évaluation de douleur apportée et amplitude articulaire. Donc, les résultats, c'est qu'eux, il y avait une pauvre corrélation. Donc, ils n'ont pas toujours une douleur malgré le fait qu'il y a une limitation d'ouverture ou qu'il y a un déplacement de ménisque ou l'ostéoarthrose, excusez-moi. Schmitter, en 2010, Prevalence of clinical and radiographic signs of osteoarthrosis of the temporomandibular joint in an older person's community. Donc, la prévalence clinique et les signes radiographiques de l'ostéoarthrose de l'articulation temporomandibulaire dans un comité des personnes âgées. Et donc, les résultats, 70% des patients avec l'ostéoarthrose psoriasis, ils n'avaient pas ressenti la douleur. Seulement un patient avait ressenti la douleur. Donc, le disque articulaire, comme j'ai dit, ça divise l'articulation en deux. En centrale, il est biconcave, donc forme de sablier. Il n'est pas innervé dans le centre et avasculaire aussi. Puis c'est un fibrocartilage. Donc, on le voit bien ici dans notre schéma ici, puis ici dans notre coupe sagittale de l'articulation. Donc, le ménisque est bien placé, il n'est pas déplacé ici, et quand même par-dessus le 2/3 antérieur de notre condyle. Puis aussi, ça grâce à à l'Université Québec à Trois-Rivières. Puis là, on voit bien ici le ménisque qui est entreposé, puis les étaches aussi. Donc, le fibrocartilage, il y a moins de chondrocytes et plus de fibres de collagène. Donc, la fonction, c'est d'absorber le choc aux endroits qui subissent la pression excessive. Donc, seulement type 1 et type 2 de collagène. Donc, de façon générale, on se retrouve ça dans les symphyses pubiennes, les anneaux fibreux, les disques intervertébraux, et puis le ménisque de genou et de l'ATM. Donc, les attaches en postérieur, on a des tissus conjonctifs très vascularisés et innervés. Puis en l'antérieur, c'est quel muscle? C'est le ptérygonium latéral. Et en médial et latéral, on a les ligaments disco-collatéraux. Donc, la zone bilaminaire, ça, c'est la région postérieure. Donc, on a 3 régions. On a la couche supérieure qui est de tissu fibroélastique pour permettre un peu d'élasticité ou de stretch ou étirement lorsque le condyle avance lors de l'ouverture. On a une bande ici, en arrière de notre col, qui va s'attacher plus en postérieur, puis et de tissu fibreux, puis de couche intermédiaire, donc entre les deux, qui est une couche plus vasculaire et nerveuse. Donc, on voit bien ici que la partie ici inférieure s'attache le ménisque avec la surface postérieure du col de notre mandibule. On voit bien ici les parties fibroélastiques s'attachent entre les ménisques en postérieur vers l'os temporal, puis ici, entreposé entre les deux bandes, c'est plus vasculaire et nerveux. En coupe frontale ou coronale, on voit aussi les ménisques, les ménisques avec les ligaments collatéraux qui s'attachent à notre tête ou condyle mandibulaire.
Contrairement à ces attaches capsulaires antérieures-postérieures, le disque ne s'attache pas à la capsule en latérale ou médiale. Plutôt, le disque est fortement attaché aux pôles médial et latéral du condyle mandibulaire. Donc, les pôles sont des petites portions osseuses à chaque côté de notre condyle. Les ligaments, donc ce qui est plus important, c'est le ligament temporomandibulaire ou collatéral, ou aussi temporomandibulaire latéral, qui est situé vraiment ici en latéral, puis plus épais. On a les ligaments sphénomandibulaires et stylomandibulaires, sont vraiment des ligaments accessoires, donc on met moins d'importance, mais évidemment, les stylomandibulaires, c'est entre le processus apophyse styloïde et la mandibule. Puis du côté médial de notre mandibule, on a le sphénomandibulaire, puis on a notre capsule. Le ligament temporomandibulaire est le plus important. C'est un épaississement de cette capsule en latéral. Donc, c'est entre l'arche zygomatique jusqu'à la mandibule. C'est un peu plus en direction postéro-inférieure. Donc, ça fait qu'il y a une mise en tension par l'ouverture complète, parce qu'à l'ouverture complète, on va voir le condyle, ça va aller en dessous de notre point de l'articulation, l'éminence articulaire, et une force en postéro-inf. Et merci.